Je m'appelle Olivier Caïra, je suis enseignant-chercheur à l'université Paris-Saclay, en sociologie, depuis quelques années également en narratologie, et puis je suis aussi développeur de jeux de société et scénariste de jeux de rôle. Je m'appelle Fanny Barnabé, je viens du domaine des lettres à la base, mais je travaille sur le jeu vidéo, mais d'un point de vue littéraire. Donc j'ai travaillé sur des questions comme la narration dans le jeu vidéo, les détournements de jeux vidéo par les joueurs, les tutoriels de jeux vidéo, ou plus récemment je travaille sur le streaming de jeux sur Twitch. Donc ce sont des jeux plutôt narratifs où on va incarner un personnage qui va progresser au fur et à mesure de l'histoire. Donc il va généralement acquérir de l'expérience, acquérir des niveaux et des nouvelles compétences pour progresser dans l'histoire qui est donnée. C'est organisé avec l'idée de simuler des situations, donc on va proposer des situations d'enquête, de combat, d'exploration, etc. Chacun autour de la table va interpréter un personnage de son choix. Je m'en félicite parce que ça permet en tout cas de ne pas avoir à réexpliquer à fond systématiquement en quoi ça consiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais un peu tout le monde a au moins vu une session, ne serait-ce que des petits extraits à travers ces séries fétiches ou autres. Ça permet aussi de le faire apparaître comme une pratique entre guillemets normalisée. C'est-à-dire que ce n'est pas l'apanage de quelques personnages étranges, où ça n'est pas, comme on l'a cru longtemps, une pratique d'adolescent qui devrait s'arrêter à l'âge adulte. Aujourd'hui, on peut être rôliste à 12 ans, on peut être rôliste à 50 ans. Simplement, ce n'est pas la même manière de jouer. Effectivement, alors bon, le jeu de rôle sur table, là pour le coup, a énormément gagné en popularité. Bon, d'une part parce qu'il est beaucoup représenté dans les médias. Olivier Caïra a parlé tout à l'heure de la représentation du jeu de rôle dans Stranger Things, par exemple, qui fait que maintenant tout le monde sait plus ou moins à quoi ça ressemble une partie de jeu de rôle, même sans l'avoir pratiqué. Et effectivement, la plateforme Twitch participe encore à ça, dans le sens où il y a énormément de streamers qui se montrent en train de jouer des parties de jeux de rôle sur table et qui sont très populaires. Donc ça marche très bien auprès du public. C'est vrai que quand on pratique le jeu vidéo, alors il y a bien entendu toute une diversité des jeux vidéo, donc je suis obligé de parler un peu de façon caricaturale. Très souvent, par exemple, dans les choix de dialogue, dans la mesure où on n'a pas de logiciel capable d'interpréter au sens fort la parole humaine, on ne va pas nous laisser créer nos propres répliques. On va nous demander de choisir entre 3 ou 4 répliques qui ont déjà été scriptées, qui correspondent déjà à la façon de s'exprimer de notre personnage. Donc, moi j'ai plusieurs outils pour répondre à cette question. Je parle par exemple de type d'interactivité. On va avoir une interactivité dans les jeux vidéo qui est plutôt ce que j'appelle l'interactivité comment. C'est-à-dire qu'on nous demande par exemple je sais pas, d'attaquer un camp de mercenaires, et la liberté de choix qu'on va avoir, c'est pas est-ce que je l'attaque ou pas, parce que je sais bien que si je l'attaque pas, le jeu ne va jamais avancer, mais c'est comment je vais faire. Est-ce que je vais prendre l'option furtive pour essayer de tout désamorcer, neutraliser mes adversaires sans me faire attraper, etc. Est-ce que je vais y aller comme une brute? Est-ce que je vais y aller comme un sniper, etc. Donc il y a toujours du choix. C'est vrai que l'amplitude des choix qu'on a en jeu de rôle sur table est pour moi sans équivalent. À mon sens, c'est le maximum d'interactivité qu'on peut avoir. Ça ne m'empêche pas de passer des heures et des heures sur des jeux vidéo, de m'éclater à écrire des récits arborescents, etc. Même si je sais qu'on a moins de choix, c'est simplement pas la même promesse qui est faite aux joueurs dans les... Alors oui, tout à fait, c'était très enrichissant. Alors, donc j'ai un séjour postdoctoral où je suis restée 1 an au Ritsumeikan Center for Game Studies de Kyoto, donc qui est un centre de recherche sur le jeu vidéo à l'université Ritsumeikan.
C'est un des seuls centres en fait, consacrés à l'étude du jeu vidéo au Japon, et c'est un centre très important, notamment parce qu'ils ont constitué une énorme archive sur le jeu vidéo japonais. À la base, c'était une archive uniquement composée de jeux qui avaient été légués par Nintendo, et puis qui a grandi petit à petit, etc. Maintenant, ils ont toutes sortes de consoles, de jeux, mais aussi de magazines, de boîtes, de goodies, etc. Et c'est vraiment c'est le fonds mondial le plus important d'archives sur le jeu vidéo. Donc ce séjour, il m'a apporté énormément de choses. Alors, pas tellement sur le JRPG parce que c'était pas mon objet de recherche à l'époque. Je m'intéressais plutôt aux paratextes et aux tutoriels de jeux, donc notamment aux manuels des anciens jeux NES. Mais je résumerai toutes les choses que ça m'a apporté en 2 points. D'une part, ça m'a permis de découvrir tout un tas de concepts pour étudier le jeu vidéo que je ne connaissais pas, parce que la recherche japonaise est très peu traduite et je lis très mal le japonais. Mais là, donc, rencontrer les chercheurs et les chercheuses en direct, ça m'a permis de discuter, de voir des présentations en anglais, de discuter avec eux en anglais, et de découvrir des cadres conceptuels pour étudier la culture populaire, et notamment la culture populaire japonaise que je ne connaissais pas, et qu'aujourd'hui je continue d'appliquer dans mes recherches. Et deuxièmement, le fait d'avoir pu voir comment ils constituaient leur fonds d'archives, c'était vraiment extrêmement enrichissant, et ça m'a appris un peu toutes sortes de questions très importantes sur la patrimonialisation du jeu vidéo. Comment est-ce qu'on préserve le jeu vidéo, comment est-ce qu'on sauvegarde pas seulement le matériel, mais aussi les pratiques de jeu, comment est-ce qu'on arrive à se souvenir de comment on jouait à tel ancien jeu, à telle ancienne console, etc. Comment on catégorise aussi tout simplement ce matériel, étant donné qu'on a plutôt l'habitude de concevoir des archives de livres ou de films, comment est-ce qu'on classe des œuvres vidéoludiques, etc. Tout ça, c'était des questions sur lesquelles ils travaillaient à Kyoto et qui étaient très enrichissantes, qui m'ont appris plein de choses sur l'archivage de jeux vidéo. Merci beaucoup. Merci.